Ah, voilà, Ah, on y arrive. eh ouais. Bon, Ouais, merci. il y en a qui sont en t-shirt. C'est bien ça. Excuse-moi, oui. Bon, merci Bah, d'avoir de été rien, pas de souci. patient. Alors, moi, j'ai découvert ton histoire complètement par hasard quand j'ai reçu Ouais, un mail lié à la Saint-Élion. ouais, Euh, tout à fait. tu as couru la Saint-Élion. C'était le week-end, pas dernier, mais celui d'avant. Ouais, c'est ça, la Saint-Express, exactement. On va pas s'enflammer. D'accord. Mais bon, ouais, c'était super. C'était vraiment excellent. Avec cette petite neige, ouais, cette ambiance là, les lumières, etc. Moi, j'avais jamais fait un trail déjà aussi long. Ouais. Pour moi, Parce que la c'était quand même. Saint-Express, c'est 47, 48 kilomètres, c'est ça? C'est 46, ouais. 46, ouais. 46 et 1000 mètres de dénive. Et c'était ton. Ah oui, donc c'était ta première distance au-delà du marathon? Alors, j'avais jamais fait de marathon. C'était le maximum que j'avais fait, c'était, je crois, 32 ou 33 kilomètres. D'accord. Il y avait pas mal de dénive vers chez moi. C'était le trail des Baous là, de Saint-Janet. Ouais. Tu Et vis où, toi, voilà. alors? Tu habites où, Alors, en moi, fait? je suis à côté de Nice. D'accord. À côté de Nice. Voilà. Donc, dans le sud de la Ah, j'ai France. entendu l'accent, là. Ouais, j'en ai pas trop encore. Ça passe. Non, non. Pourquoi encore? Parce que tu es nouveau, Non, 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 pas du tout. L'accent, c'est plutôt côté Marseille, Oui, oui, à oui. Nice. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, moi, je suis parisien, je pense que vous avez quand même un petit accent à Nice, quoi. Ah, bah alors, si tu le dis. Alors, ton histoire, elle est extraordinaire parce que tu es double transplanté rénal. C'est-à-dire que les deux reins que tu as, Alors, tu n'es pas né avec. pas exactement. D'accord. Mon histoire, en fait, j'ai été 2 fois transplanté. C'est-à-dire que j'ai eu une première greffe de rein à l'âge de 17 ans, Oui. qui a duré 10 ans, il faut le savoir. Hein, une transplantation, c'est un corps étranger quelque part qu'on nous met. Donc, on a des traitements anti-rejet et ça a une durée de vie. Alors, chez Ah, certaines personnes, ça va durer 5 ans, 10 ans, mais chez d'autres personnes, ça peut durer 20 ans, 30 ans. J'en connais, ça fait 40 ans qui sont transplantés. Et ça, on ne le sait pas. Donc c'est un peu, on a toujours un petit peu, j'ai envie de dire, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais bah, c'est pour ça qu'on essaie de vivre aussi au maximum tant qu'on peut, quoi. Enfin, au moment où il faut le vivre. ouais. Je sais Mais pas si alors, ça fait. attends, si je comprends bien, tu es né avec deux reins. Alors, je te raconte mon histoire. Je Ouais. suis né avec 2 reins et en fait, j'ai eu un problème à la naissance, c'est-à-dire que l'urine ne sortait pas. J'avais ce qu'on appelle une valve à l'urètre. Donc, en gros, bébé, je faisais pipi très, très difficilement et je pleurais tout le temps. Ouais. C'est ma mère qui me raconte ça. Et à l'âge de 3 mois, ma mère comprenait pas. Elle m'a emmené voir un médecin qui m'a dit, chut, hop, direction Paris, hôpital Necker en urgence. Et là, en fait, ils ont découvert le truc. Et donc, le problème, c'est que l'urine, si tu veux, elle sortait pas, donc elle est remontée dans les reins. Ah, tiens, tiens. Voilà. Et à l'âge de 3 mois, il y a un rein qui a été touché complètement. Donc, j'ai été opéré, on m'a enlevé, Mhm. donc une néphrectomie. Mhm. Et l'autre, on ne le savait pas, mais à l'époque encore, mais il avait été touché à moitié. Donc j'ai pu vivre une enfance totalement normale jusqu'à l'adolescence où le corps, forcément, il grandit, il a demandé plus. Et Mhm. là, pour le coup, si on peut vivre une vie normale avec un seul rein, avec un demi-rein, c'était un petit peu compliqué. Donc Mais la fonction rénale. tu avais des symptômes? Comment tu t'es aperçu que Non, ton non, pas deuxième rein. spécialement. Alors j'étais quand même suivi. Je faisais des analyses de sang une fois par an ou une fois tous les 6 mois, je me souviens plus trop. Et puis, donc, il y avait quand même un petit truc, hein, si tu veux. Euh, j'ai fait plus jeune, j'ai fait quelques pyélonéphrite un peu à répétition. Ça a certainement dû un peu aggraver la situation. Et C'est donc, quoi à une travers. pyélonéphrite? Excuse-moi. Ah, pardon, c'est une infection urinaire qui D'accord. dégénère. Et donc, D'accord. ça, voilà, ça remonte dans le rein. Ok. Et voilà, jusqu'à ce qu'à l'adolescence, ben, la fonction rénale avec un demi-rein ne suffisait pas. Et donc, du coup, là, j'ai dû passer par la case dialyse, puis transplantation. Une première transplantation, une première greffe de rein. Et la Ça, j'ai- dialyse, c'est assez lourd ça à vivre au quotidien, la dialyse, non? Alors, oui, la dialyse, alors je vais parler du type de dialyse que je faisais. C'est ce qu'on appelle l'hémodialyse. Hein, donc, c'est le sang qui passe dans une machine, donc dans un rein artificiel, pour filtrer le sang. Et ben, on le fait 3 fois par semaine. Donc, en gros, c'est 3 demi-journées par semaine avec à côté un régime quand même très strict, sans sel, sans potassium,
restriction hydrique parce que quand on est en dialyse, on n'a plus de fonction rénale. Et la base de la fonction rénale, c'est de créer l'urine. Donc, toute l'eau que j'accumulais, elle restait dans mon corps. Donc, oui, des dialyses à raison de 3 fois par semaine. Et soif, alors, du coup, excuse-moi, je te coupe, mais parce que c'est hyper intéressant parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, tu n'avais pas le droit de boire quand on avait envie. Exactement. Oh la vache. Exactement. Donc, en gros, c'était de la restriction hydrique. Donc, pour compenser, je faisais du sport pour transpirer, pour pouvoir boire après. Après, il y a des petites astuces. Moi, par exemple, je prenais un glaçon que je mettais dans la bouche pour avoir cette sensation d'eau plus régulièrement. On trouve des petites astuces comme ça pour aider. Après, c'est vrai que la dialyse, j'ai fait des choses en dialyse, mais c'est vrai que c'est pas une vie. Notre vie, elle est accrochée à une machine. C'est très fatigant. Je me souviens un médecin qui était assez sportif qui me disait qu'une dialyse, en termes de fatigue, c'était à peu près équivalent à un semi-marathon. Donc, tu vois, je me faisais trop. Bon, c'est un peu exagéré, je pense. Mais 3 semi-marathons par semaine, bon. Non, mais c'est un peu exagéré, mais c'est pour donner un peu une image. Voilà. Donc, c'est vrai que la période dialyse, elle était un petit peu fatigante quand même. Elle a duré combien de temps? Ouais. Elle a duré combien de temps, cette période? Alors, avant ma première greffe, ça a été rapide parce que je suis resté seulement 4 mois en dialyse. J'étais en priorité nationale parce que j'étais un enfant. Par contre, à la fin de la première greffe, je suis retourné en dialyse. Et là, j'ai attendu 4 ans. Donc, j'ai passé 4 ans en dialyse. Donc, c'est long, en fait. C'est long. Mais alors, ta première greffe, elle a été réussie? Oui, tout à fait. Et pourquoi tu es retourné en dialyse alors après la première greffe? Alors, pour diverses raisons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les anti-rejets, notamment à l'époque que je prenais, étaient très néphrotoxiques. Donc, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que pour accepter la greffe, il faut qu'on prenne un traitement anti-rejet pour que notre système immunitaire, en gros, baisse, pas qu'il attaque le greffon. Voilà, donc c'est un petit jeu comme ça d'équilibre. Et puis, il y avait ces médicaments néphrotoxiques. Voilà, la greffe, c'est comme ça, elle a duré une dizaine d'années. D'accord. Et puis au bout de 10 ans, elle s'est arrêtée. Pas du jour au lendemain, bien sûr, mais sur on va dire, sur 2 ans. Mais donc, sur les 10 ans où tu as été avec cette greffe, tu n'as pas été 10 ans en dialyse? Ah non, pas du tout. Là, quand on est transplanté, la dialyse, c'est terminé. D'accord. Très clairement. J'ai pas compris alors, parce que j'ai cru comprendre que tu avais été greffé une première fois et que tu étais quand même en dialyse ça 4 ans. Non. Non, pas de souci, c'est moi qui m'exprime mal. J'étais en dialyse quand ma fonction rénale s'est arrêtée de fonctionner. Oui. Pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, j'ai eu un appel la nuit. 4 mois, pas 4 ans, 4 mois, d'accord. Non, 4 mois avant la première greffe. Ouais, ok. 4 mois, j'ai eu un appel. Monsieur Gasto, il y a un rein pour vous, venez à l'hôpital. Là, j'ai été greffé. Okay. Donc, les dialyses se sont arrêtées et ma première transplantation a duré 10 ans. Donc, pendant 10 ans, tu étais tranquille. Et donc, pendant les 10 ans où tu étais tranquille, entre guillemets, est-ce que tu as eu le droit de faire du sport? Est-ce que tu t'es mis un peu à courir ou pas? Oui. Alors, j'ai de la chance d'être issu d'une famille assez sportive. Ouais. Une sœur anciennement sportive de haut niveau en snowboard à l'époque. Des parents qui faisaient beaucoup. Des parents qui faisaient elle s'appelle comment ta sœur? Elle s'appelle Claire Gasto. C'était l'époque des années 2000. Elle faisait du slalom ou du pipe? Elle était sa spécialité, c'est le border cross. Le border cross, d'accord. Wow. Voilà. Okay. C'était l'époque. Karine Ruby, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà, Isabelle Blanc, la regrettée Julie Pomagalski, exactement. Etc. Tout à fait. Voilà. Donc, famille de sportifs. Donc tu t'es dit, je ne vais pas me laisser abattre. Maintenant que je suis greffé, je peux vivre normalement. Exactement. Et puis, plutôt beaucoup le côté montagne, le côté nature. Puisque voilà, donc escalade, alpinisme, beaucoup de ski de rando aussi. À l'époque, je courais pas encore, c'était pas encore mon truc. Mais voilà, la nature, arriver à un sommet, à chaque fois, c'était un bel objectif pour moi. À chaque fois, c'était un petit défi. Et puis, ça, voilà, on se sent revivre, en fait. Et ça, c'est très important. Voilà, ça m'a aidé, en fait. Ça m'a aidé à surmonter tout ça. Ça, très clairement. Le sport, je le dis toujours, le sport,
mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Donc forcément, on affronte mieux les choses un peu. On évacue aussi, hein. Moi, je le vois, je n'ai pas de problème physique particulier, je touche du bois, mais ça, je suis stressé comme tout le monde. Et le fait de courir, je rentre à la maison, après, je suis. Ça me. Ah, mais c'est ça, exactement. Exactement, ça remet les idées en place, c'est très bien. Et donc, après 10 ans. Eh ben, après 10 ans, du coup, là, ça a été un petit peu le coup de massue parce que du coup, la greffe s'est arrêtée. Enfin, la fonction rénale a baissé. Et là, je suis retourné en dialyse. Donc là, je pense que ça peut être un point assez intéressant avec le sport parce que ça a été un petit peu un coup de massue. Donc, je suis retourné en dialyse, j'étais fatigué et je suis tombé dans cette espèce de cercle un peu vicieux, infernal où on n'est pas bien, on est malade, donc du coup, on en fait moins. Si on en fait moins, on est moins bien, on accepte moins bien les choses. Et j'ai eu la chance d'avoir un entourage proche qui m'ont dit « Mais Manu, regarde comment tu es, bouge-toi un petit peu ». Et c'est là où je me suis remis au sport. Je me suis créé à l'époque un petit blog qui s'appelait Montagne d'Espoir, où j'avais à cœur de partager ce que je faisais. Et du coup, ça m'a fait sortir de ce cercle vicieux un petit peu infernal, un petit peu négatif, pour repartir sur quelque chose de positif. Avec cette aide de ce petit blog qui je partageais. En fait, je partageais des choses. Ce que je faisais, c'était beaucoup de montagne, hein, beaucoup malgré la dialyse, j'arrivais quand même à faire certaines choses. J'avais cette chance de pouvoir, d'avoir, on va dire, cette force mentale et un petit peu physique quand même, qui m'a permis de me réhabiliter, on va dire, à la vie, à la société. Et donc, du coup, j'ai pu affronter cette dialyse un petit peu plus sereinement. Malgré le fait d'avoir rendez-vous à l'hôpital 3 fois par semaine. Exactement. Malgré ça, malgré les régimes, hein, c'est quand même assez. En fait, c'est assez strict. Hein, je me rends compte quand on est dedans. On a une espèce enfin, moi, j'avais en tout cas une énergie folle pour pouvoir m'en sortir. Quelque part, c'est un petit peu de la survie, en fait. Si tu veux. Tu vois. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de surmonter toutes ces difficultés. Et voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, tout ça m'a aidé à tenir, en fait, tout simplement. Et alors, coup de massue. Et donc là, tu attends combien de temps avant d'être greffé une deuxième fois? Alors voilà, alors là on peut en parler du terme d'attente parce que quand on arrive devant le médecin et qu'il vous dit ben voilà vous allez avoir besoin d'une nouvelle greffe, on va vous inscrire sur liste d'attente. Oh la vache. Alors moi je suis contre ce terme d'attente, de liste d'attente parce qu'en fait ça veut rien dire. On n'est pas au supermarché à attendre notre tour. En fait on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un organe disponible. Bien sûr. Ça dépend de tellement de choses et de tellement de critères. Déjà, c'est lié à la mort de quelqu'un. Alors déjà, c'est lié à la mort de quelqu'un, tout à fait. C'est une mort bien particulière, hein, c'est une mort encéphalique. Et alors, moi je le dis, le don d'organes, souvent c'est difficile d'en parler parce qu'on pense aborder la mort. Mais voilà, à travers nous, les transplantés, on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est aborder la vie. Ah oui. Moi, c'est quelqu'un, certes, qui est décédé, mais qui permet de me faire revivre. Bien sûr. Et qui permet de faire revivre aussi d'autres personnes. Donc voilà, donc le don d'organes, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui a été grande cause nationale, hein, d'ailleurs. Hein, et il y a énormément de personnes en attente de transplantation. Et le don d'organes permet de faire revivre des patients. Donc c'est très important d'en parler à ses proches pour que si jamais il y a un accident un jour, pour limiter justement ces douleurs supplémentaires, est-ce que vous êtes prêt à donner les organes, etc. Bon, même si la loi aujourd'hui, elle dit tous qu'on est donneur potentiel, le médecin demande quand même l'avis à la famille de savoir s'il y avait, enfin, ils vont chercher plus si la personne avait refusé de donner ses organes. Et voilà, donc c'est un sujet qui est vraiment hyper important en France aujourd'hui. Un tiers des Français ne sont pas positionnés encore aujourd'hui, ou enfin sont plutôt vers le refus. Donc voilà, c'est important aussi pour moi. Donc je te remercie de pouvoir témoigner de ça parce que alors là, au contraire, c'est moi qui te remercie parce que je pense comme toi que c'est en parlant, c'est en
c'est en évitant de diaboliser le truc, c'est en te voyant, tu vois, en nous permettant, excuse-moi, le chat là, en nous permettant de te voir, tu as l'air d'un mec heureux, normal, entre guillemets, enfin, tu as l'air en pleine santé, comme ça, quand je te vois. Moi, je pense qu'au contraire, il faut en parler. Donc, merci d'être. De rien, non, mais avec plaisir. Oui, c'est sûr que. Voilà, donc cette liste, je reviens sur ce terme de liste d'attente qui ne veut pas dire grand-chose, mais quelque part, quand le médecin il annonce vous allez être sur liste d'attente, inconsciemment, c'est vous allez mettre votre vie en attente. Or, tu me demandais combien de temps on attend, on ne sait pas. Ah oui, bien sûr. On ne sait pas. C'est au petit bonheur la chance. Alors, il y a des grandes statistiques qui existent, mais des statistiques appliquées à une personne, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, moi, je savais qu'avec ma première grève, j'avais fait beaucoup d'anticorps supplémentaires. Donc, c'était compliqué pour moi de trouver un organe compatible. Oh la vache. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai attendu, 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, la délivrance. Donc, tu as attendu 4 ans, 3 fois par semaine. C'est ça. Oh la vache. Et pendant 4 ans, tu peux pas, je dis n'importe quoi, mais tu peux pas aller courir un marathon. Enfin, je veux dire, parce que physiquement, quand même, t'es pas au top. Alors, non, physiquement. Moi, je parle vulgairement comme ça, mais En tout cas, on peut pas faire de performance. Alors après, aujourd'hui, il y a différents types de dialyse qui existent. J'ai un ami qui s'appelle Fabrice, qui a monté son association, qui est en dialyse, qui se bat pour favoriser la dialyse de nuit, qui est une dialyse douce et très longue. Et lui, il a fait des distances en trail, marathon, alors avec des difficultés, etc. C'est des véritables défis. Bon, après, lui, moi, d'autres, on est peu, on n'est pas forcément très représentatif de la population des dialysés. Ça reste quand même chaque dialyse reste quand même une épreuve. Hein, ça, il faut quand même bien le dire. Et puis, c'est surtout au-delà de la fatigue, etc., c'est surtout quelque part un peu un emprisonnement parce que je vais te donner un exemple. Demain, tu me dis, tiens, on va se faire le tour des Annapurna pendant 3 semaines. Non, c'est pas possible. Mais encore plus simple, on va partir 3 jours en Corse, on va faire 3 jours dans les écrins. Voilà, c'est compliqué. Tu peux pas parce que tu as bien rentré à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses autour qui font que tout ça est compliqué, en plus du régime, de la fatigue, des rendez-vous à l'hosto, etc. Voilà, donc en gros, c'est pas une vie. Et excuse-moi, mais j'imagine, de l'angoisse de te dire est-ce que je vais être comme ça jusqu'à la fin de ma vie ou est-ce que je vais. Parce que tu peux rester comme ça sous dialyse éternellement. Enfin, alors, il y a un risque quand même. On peut rester sous dialyse pendant très longtemps, mais encore une fois, en fait, il faut bien comprendre que c'est quelque part, c'est un peu. Enfin, j'y vais un petit peu fort, mais c'est un peu de la survie. La dialyse, elle ne va pas épurer le sang comme si on avait une greffe. Hein. Voilà. Donc, notre corps, il est en permanence un petit peu intoxiqué. Donc, forcément, le corps, il en prend, entre guillemets, il en prend un coup, en fait. Ouais, c'est une sorte de patch que tu mets en attendant d'avoir c'est ça. C'est ça, et exactement. donc, toi, ça a mis 4 ans. OK. Et au bout de 4 ans, donc là, c'était la délivrance. Oui. Mais tu sais. C'était complètement la délivrance. Je vais te raconter une anecdote à tel point que le jour de l'appel, au bout de 4 ans, c'était un appel, oui, bonjour, j'étais dans un parking, donc ça sonne, je réponds, c'est l'hôpital, c'était mon médecin, et puis ça coupe. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Puis après, le temps que je prenne la voiture, que je remonte dans le parking, là, quand même, ça a un petit peu cogité, je fais, je vais quand même rappeler. Le laps de temps, ça a dû durer 5-10 minutes, tu vois. Donc, j'ai tout de suite rappelé, et puis bon, fatalité, voilà, on a un greffon disponible pour vous, faut venir. Alors là, forcément, c'est une montée d'émotions assez extraordinaire avec un mélange de joie, de peur, forcément, d'excitation. Tout se mélange, en fait. Hein. Donc, peur. Et la peur quand même, parce qu'on va vers quand même une opération qui n'est pas anodine. On va vers on sait. Moi, je l'avais déjà vécu, donc je sais que je vais vers une opération, vers une cicatrice.
vers des possibles complications, vers un chemin, notamment la première année de greffe qui est un petit peu compliqué. Voilà. Et en même temps une joie parce qu'en fait, on nous donne les clés pour ouvrir la porte, pour être délivré, pour sortir de prison, si je veux imaginer le truc. Ouais. Bah, moi, alors, je sais pas, hein, si je dis des choses qui te font… Ah non, j'ai aucun tabou, hein, tu peux y aller. Hein. Et moi, quand je t'entends, je me dis, oui, c'est aussi, quelque part, on te redonne la vie, quoi. Ah, Enfin, totalement. une vie, disons, on te redonne la possibilité de vivre, comme tu dis, librement, mais comme les gens, c'est-à-dire que, tu sais, on dit toujours que quand t'es pas… que ton atout dans la vie principale, c'est la santé, mais que tu n'en as pas conscience quand tu n'es pas malade et que tu en prends conscience quand tu es malade. Peu importe ta maladie. Hein. Même quand tu te casses une jambe, par exemple, tu dis « Ah bah merde, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ci. » Enfin, des trucs bénins comme ça. Et donc, j'imagine bien, effectivement, que, ouais, là, c'est… Enfin, ouais, je comprends, quoi. Tu dois être envahi de… Ouais, mais c'est ça. Tu vois, quand je t'écoutais parler, j'allais dire, ouais, c'est comme si tu gagnes l'auto. Mais non, c'est 10 fois mieux. Enfin, 10 fois mieux. Non, mais tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Du coup, en fait, on a conscience, mais après, c'est comme d'autres maladies, d'autres accidents ou quoi que ce soit, mais on a conscience à un moment donné de ce que c'est que la vie, de cette valeur de la vie et de l'importance, en fait, de vivre sa vie pleinement. Alors, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on veut tellement en profiter qu'on veut tout faire en même temps. Je fais énormément de choses. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une caractéristique de l'ensemble des personnes qui sont transplantées, sportives ou non d'ailleurs. Voilà, l'expression qu'on dit, c'est on bouffe la vie à pleines dents, quoi, quelque part. Hein. Pour nous, pour reprendre une expression d'une amie, la vie est une fête, en fait. Non, mais je comprends et je pense qu'on doit pouvoir rapprocher ça de tous les gens qui ont eu soit des accidents, soit qui sont passés près de la mort. Qui ont eu conscience de recevoir un peu une deuxième chance. Toi, tu as même eu une troisième chance, finalement. Oui. La deuxième chance, c'était ton premier un, ta deuxième chance. Hein. Et c'est vrai que moi, je pense souvent à ça. C'est très perso, hein, mais pour moi, si tu veux, un des secrets de la vie ou de ma vie, c'est la mort. C'est d'avoir conscience que je ne suis pas éternel et que la mort, elle fait partie de la vie et qu'un jour, je vais mourir. Ah, mais je pense qu'il faut en avoir totalement. C'est difficile à accepter, tu vois. Et puis on a souvent tendance à pas y penser, tu vois. La mort, c'est un truc, voilà. Ah ben on met de côté. C'est humain, voilà. Hein, d'ailleurs. Hein. Alors, tu sais, moi, je vis ici très près de la frontière avec le Mexique. Et dans la culture mexicaine, la fête d'Halloween, tu vois, la fête des morts, ils sont beaucoup plus proches de la mort que nous. Ils ont un rapport à la mort qui est beaucoup plus sympa. On le voit dans les déguisements, ils se déguisent en mort, ils se déguisent, tu vois, pour eux, ça fait partie de la vie, tu vois, voilà. Et il y a un truc à prendre là-dedans, parce qu'à mon avis, et c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu as vu ta mort, tu t'es dit, putain, là, c'est ça, je risque gros, 2 fois, et donc je comprends, c'est-à-dire que pour toi, maintenant, la vie, c'est… Ouais, on y va, quoi. Voilà. Ça, c'est aussi un message qu'il faudrait… Tu vois, que vous pouvez vous faire passer, c'est ça. Oui, c'est juste. Hein, c'est juste, c'est les valeurs de la vie. Après, voilà, bon, ma vie perso, j'ai pas mal de complications, etc. Parce que quand on est comme ça, du coup, c'est compliqué d'être un… Je vais pas développer, mais je pense que tu as compris. Je pense que les gens ont compris. Mais c'est vrai que voilà, on a une vision de la vie qui est différente, qui est particulière. Donc parfois, pour se faire comprendre auprès de nos proches, de nos amis, dans le travail, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, et ça parfois ça étonne quand je dis ça, mais s'il fallait que je recommence, tu vois, eh ben parfois je me dis peut-être que je la garderai en fait cette tranche de vie, cette maladie, parce que justement ça me permet d'avoir conscience de ce dont tu parles, hein, de cette vie dont on a la chance. Enfin moi je me sens vivant. En plus j'ai la chance aussi d'avoir
d'être né dans une famille avec des bonnes conditions, d'un niveau social plutôt correct, en France, voilà. Donc tout ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais du coup, voilà, je pense que en tout cas, c'est très important d'avoir conscience de ces valeurs de vie. Et voilà, si on peut, enfin si on peut, si en tout cas si on a envie d'en profiter, il faut y aller, quoi. Et tu sais, alors c'est marrant ce que tu viens de dire parce que moi j'ai un ami qui fait du handisport, il s'appelle Dominique Benassi, il est corse et il faisait du triathlon. Et il fait des comment? On pourra en parler du triathlon puisque j'en fais un petit peu et puis accessoirement, je suis président. Et alors lui, il a eu un accident où il s'est jeune, bêtement interposé dans une bagarre en Corse. Il a pris une balle dans la jambe et on lui a amputé la jambe. Et il m'a dit ce que toi tu viens de me dire, c'est-à-dire que si c'était à refaire, il referait la même chose. Il m'a toujours dit ça. Et alors évidemment, c'est un côté un peu surprenant, pour ne pas dire choquant, mais je comprends ce que tu dis. Ça t'a éveillé, ça t'a donné une perspective et une vision que tu n'aurais peut-être pas eu autrement. Certainement, c'est certainement ça. Alors tu fais du triathlon maintenant? Eh ben oui, j'ai pris le virus. J'ai pris le virus. Alors là, bon, avec le Covid et tout, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Enfin, normalement, j'en ai un dimanche là à Antibes. Comme beaucoup. Comment? Licencié à Nice avec Yves Cordier? Alors non, moi je suis licencié à Cagnes-sur-Mer et je suis président du club de l'USCAN Triathlon. Génial, ok. Voilà, et donc on a organisé là 2 années de suite les championnats de France, les Tri-Games à Cagnes-sur-Mer, qui était une très très belle épreuve. Et d'ailleurs, lors de ce triathlon, j'avais monté une opération que j'ai appelée les relais de l'espoir, où c'était des équipes relais avec une personne qui faisait la natation, une personne qui faisait le vélo, une personne la course à pied. Et ces équipes relais étaient composées d'une personne transplantée, d'un de ses soignants et d'un de ses proches pour vraiment symboliser la chaîne du don d'organes en France, parce que la chaîne du don d'organes, c'est vraiment une chaîne de solidarité en fait. Et donc pendant cette épreuve, voilà, il y a eu une vingtaine d'équipes relais pendant 2 années de suite. Donc c'était aussi une opportunité pour faire parler du don d'organes. C'est un truc que tu refais chaque année? Alors là, avec le Covid, j'ai arrêté parce qu'en plus, alors même si on a réussi à faire les triathlons, j'ai arrêté l'opération parce que mettre des personnes, on fait partie des personnes fragiles, donc intégrer des personnes fragiles dans un contexte sanitaire un peu compliqué, j'ai préféré, en accord avec les médecins, ne pas le faire. On recommencera sûrement, peut-être pas l'année qui arrive, mais l'année d'après. Et voilà, donc ça s'appelle les relais de l'espoir. Et de ces relais de l'espoir est née aussi une équipe de sportifs transplantés. Donc d'ailleurs, j'ai mis comme ça que je t'ai connu. Regarde, j'ai mis une tenue. Voilà, c'est ça, parce que dans le mail que j'ai reçu, effectivement, tu mets en avant cette association. Voilà, c'est une association. Et voilà, donc l'idée, c'est de participer à des épreuves, des courses en France, avec notre tenue pour faire parler du don d'organes et surtout montrer donc au public principalement sportif, comme ça a été le cas sur la Saint-Express, pour montrer que la greffe, ça fonctionne, que ça permet de faire revivre des patients. Et donc, du coup, en faisant ça, ça permet de montrer qu'on est la preuve vivante que ça fonctionne et ça permet de faire revivre des patients. Voilà. Enfin, des malades. Et donne-nous il y a un site web, j'imagine. lesrelaisdelespoir.com. D'accord. Okay. Tout attaché. Et alors, est-ce que. Donc, tu n'étais pas coureur à pied avant. Donc, tu es devenu coureur à pied au moment de ta deuxième greffe? Alors, je suis vraiment devenu coureur à pied au moment quand je suis retourné en dialyse. Je me suis lancé un défi. D'accord. Alors, c'était un gros défi pour moi en dialyse. Le défi, c'était de faire un petit trail. C'était celui des Balcons d'Azur dans le massif de l'Estérel. Je ne sais plus, il devait faire 15 ou 17 bornes. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis mis à la course à pied. Donc, moi qui étais plutôt randonneur, skieur de rando, escalade, etc. Puis bon, bien sûr, j'ai pris le virus. Et ça m'a permis aussi, en fait, c'était un défi, mais c'était aussi avant tout par rapport à la dialyse, pour surmonter la dialyse. Et après, une fois greffé, j'ai continué.
Et je suis sûr que tu vas me poser la question de pourquoi le triathlon. Eh bien, comme beaucoup, j'ai eu mal au genou, je me suis fait l'essuie-glace, donc je me suis mis au vélo. Et quand on habite dans le sud, qu'on fait du vélo et qu'on court un peu, ben forcément, il y a la mer, donc je me suis mis à la natation. J'ai fait un premier petit triathlon, et puis alors après, une fois qu'on a goûté à un triathlon, on a le virus, et puis c'est parti. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais faire en course à pied maintenant que tu as réussi à faire, parce que tu fais de l'ultra maintenant. Ouais, je veux dire, c'est le terme. Hein. Il paraît. Bah, alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu aurais envie de pousser les distances autant en triathlon qu'en trail running? Alors, oui. En vrai, Je savais oui. qu'elle allait dire oui. Mais... En vrai, oui. Alors, bien sûr, faire la vraie Saint-Élion, ça serait super, déjà. Ouais. Euh, C'est possible, ça, non? C'est accessible. oui, c'est accessible. Alors, il faut aussi que nous, les transplantés, et c'est souvent la difficulté pour certains, qu'on se mette un curseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre greffon, il faut qu'on le protège quand même. Ouais. Je vais te donner un exemple. Je ne ferai jamais un 100 ou un 150 km. Ça va être déconseillé. Pourquoi? Parce que j'ai quand même une fonction rénale qui reste fragile. Courir, je vais créer des toxines, l'hydratation, etc. Et on le sait tous, un Ironman, un ultra, avec de la chaleur, avec des conditions difficiles, on s'abîme, on abîme notre corps très clairement. À moins d'être vraiment sportif de haut niveau, d'être surentraîné, d'être hyper préparé, mais quelque part, on abîme notre corps. Et moi, je n'ai pas envie d'abîmer ma greffe. Ah bah J'en ai déjà eu 2, tu vois. Donc, l'idée est de mettre le curseur. Donc, oui, bien sûr, mon envie, elle serait de faire de la très longue distance. Maintenant, je pense une Saint-Élion, là, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour le marathon du Mont Blanc fin juin. Donc voilà, ça fait partie, en course à pied, ça fait partie, ce sera un bel objectif. Chez nous, on a des très belles distances aussi avec l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Il y a une nouvelle course là. La Nice Côte d'Azur by UTMB qui est en train de ressortir avec différentes distances. Enfin voilà, il y en a énormément en France, des trails, hein, donc oui, bien sûr. Et donc, Ironman, peut-être pas le full, mais un half, tu te verrais faire un half ou pas? Alors, half, j'ai déjà fait. Voilà, half, j'ai déjà fait. J'en ai fait 3. Ah ouais. J'ai fait le half de Vichy, celui de Nice. Ouais. Et puis, bien sûr, je dis bien sûr parce que du coup, j'adore cette épreuve, le Natureman que j'ai fait plusieurs fois. Et là, avec la team des Relais de l'Espoir, on va participer au Natureman Var Explorer. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, que c'est la traversée du Var en 12 étapes avec de la natation, du VTT, du gravel, du trail. Et donc, ce sera en juin 2022. Et donc, on sera 4 coureurs transplantés à se relayer pour faire cette épreuve. Donc, oui, c'est ça, c'est sous format raid, sauf que vous vous relayez. Voilà. Okay. Exactement. Il y en a qui le font en individuel, mais bon, c'est 370 km. Ouais. Donc, nous, voilà, on a privilégié le relais aussi pour, toujours pareil, pour symboliser il y a toujours cet objectif derrière. Décidément, tu dis des trucs que je trouve qui me frappent. Tu vois, quand tu dis il faut qu'on respecte notre greffon et quelque part qu'on honore cette chance qu'on a eue et qu'on n'aille pas chercher à aller trop loin et à mettre en péril ce nouvel organe. Je trouve que ça ne s'applique pas seulement à vous, transplantés, mais ça s'applique aussi à tous les gens qui, aujourd'hui, ne parlent que d'ultra, ne rêvent que de faire l'UTMB, alors qu'ils courent depuis 3 ans, qu'ils n'ont pas tellement d'expérience, tu vois, et ils veulent absolument cocher ça parce que c'est devenu à la mode. Et comme de faire un Ironman d'ailleurs, hein, et alors ça marche pour certains d'entre eux, mais c'est vraiment un nombre très réduit. Et puis il y en a beaucoup qui se dégoûtent, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, il y en a beaucoup qui se blessent, et d'une manière générale, il y en a beaucoup qui s'abîment plus qu'autre chose. On en a vu, on en voit souvent sur ces épreuves-là, et je trouve que du coup, ce que tu dis, ça a une vraie résonance
pour des gens qui n'ont a priori pas de problème de santé, mais qui prennent leur état de bonne santé comme quelque chose qui va de soi. Tu vois, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que la vie, elle est fragile, il faut la respecter, son corps, c'est sa valeur, c'est une valeur forte, c'est pas sa valeur première, je sais pas comment dire, mais tu vois, je trouve que vraiment ton message, il me touche moi à différents égards, quoi. Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, et pourtant je suis pas moi transplanté, mais tu dis des choses très 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 vraies, très fortes, ouais. C'est gentil ce que tu me dis, mais je crois qu'aussi, en fait, il y a la passion derrière. Et je crois que c'est ça qui compte. La découverte d'un nouveau sport aussi. Pourquoi tout de suite aller sur de l'extrême? Prenons le temps de découvrir les choses. Prenons le temps d'adapter aussi notre corps à un sport, à un effort, pour petit à petit augmenter et arriver bien préparé à une épreuve, hein, à un ultra, ça demande de la préparation. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est extrêmement bien préparé, qui a extrêmement bien préparé sa course, d'une part, il va la finir, mais il va la finir bien. Ouais. Et puis, chose pour moi la plus importante, il va surtout prendre du plaisir. Parce que l'objectif, quand même, quelque part, c'est de prendre du plaisir. Faire un ultra pour en chier pendant je ne sais pas combien d'heures et puis arriver lessivé, juste pour dire, comme tu dis, juste cocher, j'ai fait l'ultra et puis après, je passe à autre chose. Là, pour moi, on touche à de la consommation, en fait. Et en effet, c'est peut-être dans notre société actuelle, en tout cas dans le développement des épreuves sportives, c'est peut-être un petit peu ce qu'on peut regretter. Donc, il y a peut-être aussi un message à faire passer par rapport à ça. Ouais, mais je te rejoins. Après, moi, pour avoir moi-même fait pas mal d'Ironman et pas mal d'ultra, c'est difficile parce que c'est un point de vue aussi. Pourquoi tu t'engages dans ces épreuves-là, c'est très personnel. Très personnel, extrêmement. Je pense que le discours que tu tiens et avec lequel je suis complètement en accord, il demande une certaine maturité de la vie, mais aussi de ces sports-là. Et c'est difficile, et je ne jette pas la pierre à ceux qui démarrent dans le sport et qui veulent faire l'UTMB ou qui veulent faire un Ironman, parce que malgré tout, quand tu passes la ligne d'arrivée de ces épreuves-là, tu te sens, bien sûr, invincible, quoi. C'est une sensation, c'est indescriptible, c'est très très fort. Donc je comprends aussi, hein, mais c'est vrai que c'est énormément d'émotions et moi je le résume en disant on se sent vivant. Ouais, ouais. Et tu te sens vivant parce que, pardon, mais parce que tu en as chié, et parce que c'était dur, et parce que tu as failli abandonner, et que, bon, tu vois, moi je sais que j'ai fait 2 fois le triathlon de Embrun. Bon. Et ben les 2 fois, j'ai fini sous perf. Passé la ligne d'arrivée, je me suis écroulé, j'ai fini dans l'attente du médecin sous perfusion. Bon. Ouais, mais si tu veux, pour moi, ça reste un bon souvenir. Non, mais je comprends. J'ai pas de souci avec ça. C'est à la fois de la connerie et en même temps, ça n'a pas eu de conséquences. J'ai été chanceuse, ça n'a pas eu de conséquences physiques. Pour moi, ça reste un de mes plus beaux combats de sport d'endurance. Et donc, c'est difficile de jeter la pierre aux gens qui font ça. Je comprends. Hein. Mais c'est important de répéter. Et à travers ton expérience, je pense que les gens vont se dire ah, tiens, ouais, c'est vrai que. Alors, peut-être que j'ai aussi cette vision. Mon corps et respecter mieux la vie, quoi. Non, mais je comprends totalement et je respecte totalement. Mais après, peut-être que j'ai cette vision des choses aussi parce que le côté en chier, moi, j'en ai chié différemment. Quand j'étais en dialyse, j'en ai vraiment chié, en fait. Bien sûr. J'ai pas envie d'en chier sur une épreuve sportive, tout simplement. Je veux juste prendre du plaisir. Et du coup, tu vois, je vais te raconter un truc sur la Saint-Express. Je savais pas trop où je mettais les pieds. Ouais. Je l'ai fait avec une amie. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux prendre du plaisir. On part doucement. On part, mais très doucement. Ouais. Pour être sûr de finir, mon objectif, il n'était pas du tout de faire un temps ou quoi que ce soit. Et donc, on est parti doucement. Et après, j'ai l'expérience. L'avantage d'avoir des soucis de santé, c'est ce qu'on se connaît particulièrement bien. Ouais. Donc, on sait, par exemple, très concrètement, on sait boire avant d'avoir soif, on sait manger avant d'avoir faim, on va éviter tous les coups de barre. On sait que dans un ravito, on va manger, mais on va éviter de s'asseoir pour éviter que les toxines viennent s'accumuler dans les muscles. Et puis on reste pas trop longtemps parce que sinon, quand on va ressortir, on va se geler, etc. Puis finalement, en fait, en appliquant toutes ces petites règles, partir doucement, respecter toutes ces petites règles-là, et finalement, on avance. Finalement, on est parti. Je n'ai plus les classements en tête, mais on a fait que finalement doubler. On est parti, je sais pas, on a dû partir 2 millième et puis on a fini 1600e.
juste juste par la gestion. Et ça, juste ça, en fait, ça fait plaisir. Donc, j'ai vécu une Saint-Express juste parfaite où j'ai pris le temps, j'ai découvert, j'ai fait du sport, j'ai fait la distance que je voulais, je me suis dépassé et surtout, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai partagé quelque chose avec des amis. Et tu n'as pas mis ta santé en danger. Et j'ai pas mis ma santé en danger, tout à fait. Ta santé qui est même si tu es redevenu. Ah ben, on peut le dire, je suis plus fragile que quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Pardon? On peut le dire, hein, je suis beaucoup plus fragile que quelqu'un d'autre, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Ouais. D'où l'importance pour toi, plus qu'un autre encore, d'être dans cette gestion du début à la fin. Oui. Ben, très concrètement, je suis en anémie, c'est-à-dire que pour ceux qui connaîtront, j'étais à 10,5 en hémoglobine, alors que la norme elle est à 13. J'ai un peu je fais de la tension, par exemple, donc en termes d'effort cardiaque, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on apprend à gérer, en fait, tout simplement. Hein. En tout cas, l'idée, c'était de faire cette épreuve-là, pour ne citer qu'elle. Après, j'ai d'autres projets, hein, bien sûr, hein, qui vont arriver. Dis-nous un peu là. Ah ben, déjà, qu'est-ce que j'ai alors déjà, j'ai une course qui va arriver en mars qui s'appelle la course du cœur. La course du cœur, c'est, je ne sais pas si certains connaissent, c'est Paris-Les Arcs en course à pied, en relais, 4 jours et 4 nuits en relais non-stop. Donc, l'idée, c'est d'avoir une équipe de personnes transplantées dont je fais partie, avec des équipes de grosses entreprises. Donc, on est entre 12 et 14 par équipe. Et l'idée, c'est de se relayer jour et nuit en allant de Paris aux Arcs. Donc, ça dure 4 jours. Donc, ça, c'est un premier objectif. Et cette course du cœur, elle a vraiment pour thématique le don d'organes. Donc, c'est aussi une course caritative. C'est une grande fête, en fait. Ouais. C'est une aventure sportive et humaine au service du don d'organes. Donc, ça, c'est fin mars, début avril. Okay. Début juin, il y a le fameux raid Naturman, avec laquelle je vais faire ça avec 4 autres transplantés tout aussi sportifs que moi. Du coup, il y a le pur hasard, c'était vraiment un coup de poker, mais bon, il y a le marathon du Mont Blanc, donc il y aura sûrement le marathon du Mont Blanc. Puis après, j'ai un petit projet montagne. On va voir si ça va se faire. C'est un petit rêve d'il y a longtemps parce que c'est un sommet en Suisse. Hein. Ma grand-mère l'a fait, mes parents l'ont fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-bas aussi. C'est le Cervin, le Matterhorn. Je ne sais pas si vous voyez cette fameuse belle pyramide. Et donc voilà. Donc j'ai à cœur de réaliser, de monter là-haut, de faire la traversée de Suisse à l'Italie. Ah ouais. Donc, ça serait un beau pied de nez à la maladie. Ça serait beaucoup d'émotions pour moi parce que je suis issu d'une famille qui fait beaucoup de montagnes. Et puis surtout, un bel objectif sur lequel je pourrais communiquer derrière pour montrer que pas spécialement sur ma personne, mais sur la cause, hein, pour montrer que la greffe, ça fonctionne. Alors, je sais qu'il y a déjà des Suisses transplantés qui sont montés en haut du Cervin, mais je suis pas sûr qu'il y ait des Français qui soient montés en haut du Cervin. Donc voilà. Donc ça ferait l'occasion, d'une petite première pour vraiment insister en termes de communication et de parler du don d'organes. Et alors, moi, j'ai du mal à imaginer pourquoi est-ce que monter en haut du Cervin, ça serait quelque chose de difficile par rapport à ta situation. Ah ben, tout simplement parce que, bon, déjà, il y a un petit niveau technique à avoir, mais ça, n'importe qui peut l'avoir. Mais par rapport à la physiologie, je suis en anémie, donc j'ai moins de globules que quelqu'un qui va bien. Donc forcément, au niveau de l'altitude, ça va être plus compliqué. Ah ouais, d'accord. Voilà, en termes de pareil, c'est toute une physiologie interne qui est différente. Et en fait, généralement tout va bien, puis il y a un jour on va être plus fatigué que d'autres, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà, tout ça, il faut arriver à le sentir, à le gérer. Et puis, voilà, après, comme tu le dis, finalement, oui, pourquoi j'ai fait le Mont Blanc avec un copain comme ça. Et bon, finalement, voilà, je me suis entraîné pour et j'y suis arrivé. Donc voilà, disons que moi, j'ai cette volonté de communiquer autour du don d'organes et
et de la greffe, mais je pourrais ne pas communiquer, faire mon truc dans mon coin, comme n'importe qui et sans problème. Ah non, s'il te plaît, continue de communiquer. Non, mais il faut que tu continues parce que non, mais ça c'est très bien. Écoute, tu as plein de projets, hein. Tu es un mec qui se. T'es pas proche du surentraînement, mais pas loin, quoi. Comment? T'es pas proche du surentraînement, mais pas loin, quoi. Non, je fais quand même attention. J'ai pas un volume d'entraînement énorme. J'ai aussi un boulot, j'ai 2 enfants, président d'un club de triathlon. Voilà, je fais beaucoup de choses. Donc voilà, je fais avec mes moyens. Mais surtout, et c'est peut-être aussi un message que j'ai envie de faire passer au-delà du don d'organes, etc. C'est l'envie, c'est la passion et voilà, faire les choses avec cette envie-là, ça permet, on décuple nos forces, quoi. Je crois qu'il faut jamais se forcer à aller dans une épreuve quand on n'a pas envie d'y aller, tout simplement, parce que je pense que c'est là aussi où on se fait mal. Voilà, moi j'ai eu la chance quelque part de vivre des moments difficiles, ce qui me permet de vraiment appréhender ça. Et puis voilà, en fait, quelque part, c'est la maladie qui s'est adaptée à ma vie et j'ai pas adapté ma vie à la maladie. Et ça, je crois que c'est très important pour tous les gens qui ont éventuellement un souci de santé de leur dire ça. Vivez vos passions avant tout. Même si on fait pas des exploits formidables, c'est pas grave. Vivre ses passions, c'est vivre pour soi, c'est se faire du bien. Et quand on est bien dans son corps, on peut mieux affronter les choses. Ouais, c'est très bien. De toute façon, les gens qui font des défis extraordinaires, il n'y en a pas tant que ça, hein. Donc, c'est déjà ce que tu fais, c'est déjà. La plupart des coureurs à pied font pas ce que tu fais, hein. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est. Non, mais c'est sûr. Comme la ça, masse du coureur ne fait avec un peu d'entraînement, on fait pas mal de choses. Voilà, je suis d'accord. Avec l'envie. Ouais, c'est bien. Écoute, merci, hein, parce que c'est une très belle rencontre. J'espère que restons en contact. Oui, avec plaisir. Et puis, tiens-moi au courant dès que tu as des projets, dès que tu as des trucs. Moi, je suis ravi de me faire le relais de ça. OK. Merci beaucoup. Je t'envoie le lien dès que je publie. Je publie, je pense, courant ce week-end. Et t'as quel âge? J'ai oublié de te demander. Eh bien, écoute, j'ai 41 ans. Voilà. D'accord. Je deviens vieux. Mais là-dedans, ça reste jeune. Bon, je te remercie, hein. Merci à toi, merci beaucoup. Et encore bravo, et puis à très bientôt, soit sur une épreuve, soit tu me tiens au courant de tes projets. Okay. Allez, ça marche, avec plaisir. Merci, hein. À très vite. Ciao, merci. Et attends, un dernier truc. Oui. Viens aux US faire une course. Ah ben avec plaisir, pourquoi pas. Vois, ah ben oui, dis-moi. Il y a un 50 km. Ah ouais, mais c'est en chaleur. C'est ça le problème, c'est que chez moi, il fait chaud aussi. Faut pas que tu joues à ça, toi. Il faut que je fasse un peu gaffe, ouais. Ouais. Ben, tiens-moi au courant, je viendrai volontiers. Ça roule, ok. Allez, à plus tard. Ciao, merci. Hein. Ciao, à bientôt, merci.